que vous voyez, ce sont 700 kilos de cocaïne, soit près de 20 millions d'euros de marchandises illicites, réparties dans 26 valises. Ce jet privé, un Falcon 50, il n'est pas un jet privé quelconque, puisqu'il appartient à l'entrepreneur Alain Afflelou, dont vous avez certainement entendu les fameuses publicités Chin Chin. Encore plus intéressant, M. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, utilisera celui-ci, suspecté dans notre affaire. Et ces 4 Français devant l'avion, 2 pilotes, Pascal Forêt et Bruno Odos, et 2 passagers, Nicolas Pisapia et Alain Castagny. Nous sommes en mars 2013, en République dominicaine. Coup de filet des autorités locales, nos 4 malfrats se retrouvent arrêtés sur le tarmac avec à bord 700 kilos de cocaïne. Tous se revendiquent en non coupables et disent encore aujourd'hui qu'ils ne savaient pas ce que contenaient ces 26 valises qu'ils ont pourtant chargées eux-mêmes. En outre, ce sont 20 ans de prison en première instance dominicaine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque je m'apprête à vous raconter une enquête pleine de rebondissements dignes des meilleurs films hollywoodiens. Prison, évasion, récidive, exfiltration, importation de drogue en plein Saint-Tropez. La presse s'empare de l'histoire et la baptise Air Cocaïne. Bonjour, je suis Victor, votre steward, et bienvenue à bord de Chroniques de Malfrats, destination Air Cocaïna, l'affaire la plus rocambolesque de l'histoire du narcotrafic. Et si je vous disais que l'affaire ne débute pas ici, et qu'il n'était pas à leur coup d'essai, et qu'elle débute en France, en plein cœur de Saint-Tropez. Notre enquête débute en décembre 2012 à l'aéroport international du Golfe de Saint-Tropez, La Mole, où un employé remarque une scène qui ne colle pas avec les procédures. Il s'étonne dans un premier temps de voir le seul passager du vol, M. Nicolas Pisapia, descendre 10 valises. De plus, celui-ci refuse vigoureusement l'aide du bagagiste venu à sa rencontre qui fait demi-tour bredouille. Comportement étrange pour un passager et un vol considéré comme VIP. Mais le plus étonnant reste à venir. Au même moment, 2 véhicules de location rejoignent le tarmac, une zone pourtant interdite au public. Les voitures se garent au pied d'un Falcon 50 tout juste posé, immatriculé FGXMC. L'enquête révélera qu'un douanier toulonnais, hors de son service, a réussi à obtenir l'ouverture de la barrière pour laisser entrer les 2 véhicules. Ils ont chargé les valises à toute vitesse dans les véhicules et sont partis au plus vite. Quant aux 2 pilotes, Pascal Forêt et Bruno Odos, ils ne se sont pas attardés non plus pour repartir. La brigade de recherche des gendarmes de Saint-Tropez ouvre une enquête. Celle-ci rapportera que le bagagiste a eu le temps de sous-peser l'une des valises et selon lui était très lourde, de l'ordre de 50 kilos, et seront qualifiées de boueuses. La BR remonte à la destination d'origine du vol, la République dominicaine. C'est alors que les soupçons de trafic débutent. Malgré les témoignages, les vidéosurveillances et autres indices, les valises ne seront jamais retrouvées. L'enquête reste ouverte. Le 7 janvier 2013, la brigade de recherche BR de Saint-Tropez reçoit un signalement transmis par la DPSD, les renseignements français Sécurité Défense, d'un nouveau plan de vol. Même avion, même pilote, même passager, un aller-retour en provenance de Quito en Équateur dans la journée du 27 février 2013. Mais la piste leur échappe. L'avion ne se pose pas à La Mole. Déroutement sur Paris-Le Bourget. Les collègues de Roissy s'approchent, 2 hommes descendent, aucun bagage. Alors qu'à l'aller, 6 valises avaient été enregistrées, officiellement des vêtements humanitaires. Rien à saisir, rien à tracer sur le champ. Le flagrant délit vient de glisser entre les doigts de la BR. Un certain nombre de questions subsistent. Qu'ont-ils fait des 6 valises enregistrées à l'aller? N'avaient-ils donc pas besoin d'un minimum de vêtements, caleçons, t-shirts? Quelqu'un les aurait-il prévenus de la perquisition à venir? Le mystère demeure. Surveillance renforcée, contact interservice, on garde l'œil sur le Falcon 50F GXMC, avion appartenant à Alain Afflelou, exploité en aviation, d'affaires via SNTHS. Aucun lien établi entre le propriétaire et une filière de narcotrafiquants. On attend le prochain coup. Un 3e vol. Bingo! Un nouveau plan de vol tombe en mars 2013. L'interception en France est imminente, toujours au Mall Saint-Tropez. Une 50aine de gendarmes sont mobilisés et attendent le jet privé. Soudain, le téléphone d'un brigadier sonne. Incroyable. Le vol a été annulé. Mars 2013, Punta Cana, République dominicaine. Il fait encore nuit là-bas, lorsque soudain, les autorités anti-stupéfiants, DNCD, interceptent le Falcon. Sont retrouvées à bord par les autorités 26 valises
comprenant près de 700 kg de cocaïne. La DNCD est intervenue tout juste avant le roulage sur la piste, direction la France, aéroport La Mole. 4 Français sont arrêtés sur le tarmac. Le bingo, espéré à Saint-Tropez, s'est déplacé aux Caraïbes. C'est le début d'Air Cocaïne. Nous sommes la nuit du 19 au 20 mars 2013 sur le tarmac de Punta Cana, quand un Falcon 50 immatriculé FGXMC s'apprête à rouler afin de s'envoler pour Saint-Tropez. Figurez-vous que la DNCD, l'antistups dominicain, est sur le coup et elle ne veut pas rater son timing. Une interception des narcotrafiquants avant le roulage. Dans la procédure locale, le fiscal, l'équivalent du procureur, doit être présent sur place pour la chaîne de preuves. Top chrono. Des équipes convergent vers l'appareil et l'interpellent avec succès. Montez à bord. On isole les 4 Français, les 2 pilotes, Pascal Forêt et Bruno Odos, le passager Nicolas Pisapia et l'apporteur d'affaires Alain Castagny. Les agents procèdent méthodiquement. Sécurisation cabine, ouverture des soutes et des compartiments. Une valise, 2, 10, 26. Quelle stupeur! Même la cabine est remplie de valises, plutôt atypique. On compte 26 valises pour 2 passagers. Étrange, non? De plus, les étiquettes ne collent pas et d'ailleurs leur poids non plus. Les valises sont extraites du Falcon, photographiées, scellées. Pesées et inventaire suivent. Les 4 malfrats parlent de 3 à 4 heures d'immobilisation sur la tarmac avant d'être embarqués. Les médias sont appelés. Selon les autorités dominicaines et les médias locaux, on parle d'environ 700 kilos de cocaïne, répartis dans 26 valises. Dans certains comptes rendus, les agents évoquent 682 paquets saisis. L'itinéraire prévu de l'appareil, Saint-Tropez, La Mole. Interception confirmée, l'avion ne décollera pas. Les gendarmes de Saint-Tropez sont prévenus par leurs homologues dominicains. Menottage des 4 Français sur le tarmac. Les images tournées ce soir-là, qu'on retrouvera plus tard dans des reportages, montrent la sortie d'Alain Castagny en premier, encadré, puis les pilotes et Pisapia. La DNCD et le fiscal supervisent la mise sous scellé. L'appareil est immobilisé. Dès le lendemain, la saisie tourne en affaires internationales. Le trafic de drogue entre la France et la République dominicaine, la cocaïne circulait par centaines de kilos à bord d'un avion privé qui reliait Cannes à Punta Cana. Air Cocaïne devient le label médiatique. Les chiffres font la une. Rendez-vous compte, l'équivalent aujourd'hui de 20 millions d'euros en une seule prise, du jamais vu pour l'époque. L'avion lui aussi fait la une. Un Falcon 50 immatriculé FGXMC loué en aviation d'affaires. La presse rappelle qu'il appartient à la société d'Alain Afflelou, mais qu'il est exploité par un opérateur, la société SNTHS. « 20 mars 2013. Après la saisie des 26 valises à Punta Cana, les 4 Français sont écartés de l'appareil et placés en détention. Les 2 pilotes, Pascal Forêt et Bruno Odos, Nicolas Pisapia et Alain Castagny. Pour les autorités dominicaines, l'affaire est simple, 700 kg destinés à l'Europe. Un vol privé, pris en flagrant délit sur le tarmac. Les 4 malfrats clament leur innocence. Se pourrait-il qu'ils n'aient pas été au courant de ce que contenaient les valises? Mais alors, pourquoi les charger? Qui en serait responsable? Pour la défense, il s'agit d'un piège tendu à nos Français, mais la justice dominicaine tranche rapidement. Décembre 2014, le procès s'ouvre à Santo Domingo. La DNCD, anti-stups, déroule sa chaîne de preuves. Perquisition avec le fiscal, photos, scellés, inventaire, nos 26 valises. La ligne d'accusation, l'équipage ne pouvait pas ignorer. La ligne de défense, de simples pilotes, pas des douaniers, aucune preuve qu'ils savaient. 15 mois derrière les barreaux, avant un aménagement, la liberté conditionnelle tombe à l'été 2014, mais les 4 malfrats ont interdiction de quitter le pays en attendant le procès. 2015, le verdict tombe. Les 4 Français sont condamnés en première instance à 20 ans. Appel annoncé. Comme vous l'imaginez, des tensions diplomatiques se créent sur l'affaire entre la République dominicaine et la France. Officiellement, ils ne sont pas incarcérés, mais assignés. Les présumés coupables sont démoralisés, ils se disent piégés, et ils ne considèrent pas possible que procédure d'appel soit en leur faveur. Ils sont tous les 4 en liberté surveillée, interdits de quitter le territoire jusqu'à l'appel. Et soudain, coup de théâtre. L'affaire Air Cocaïne fait régulièrement les unes de la presse. Un homme, Christophe Naudin, croit profondément en l'innocence des 2 pilotes, et en tant qu'expert en sûreté aérienne et au nom du passé militaire de tous, il part les rencontrer en République dominicaine.
Convaincu, il repart du pays pour la France avec une idée en tête. Sortir les pilotes sans violence et sans faux papiers, puis les présenter à la justice française. Il trouve un binôme parfait, Aymeric Choprade. Il a été conseiller du président dominicain Léonel Fernandez de 2009 à 2012 et connaît donc bien le territoire. Il est alors député européen du Front National, géopolitologue de profession, ancien enseignant à l'école de guerre. Il rencontre Bruno Odos et Pascal Forêt au cours de leur détention à Iguet, puis lors de leur assignation à résidence à Saint-Domingue. Les deux hommes, Choprade et Naudin, préparent un plan millimétré, mais amateur, avec l'aide de mercenaires, majoritairement d'anciens militaires. C'est le plan Mer qui est retenu, et ainsi deux équipes se forment, l'une en République dominicaine à l'exfiltration, l'autre dans les eaux internationales pour récupérer les pilotes. Pète le jour J, nous sommes en fin octobre 2015, et après une nuit blanche, nos deux pilotes partent au petit matin. Ils sont accompagnés d'Aymeric Choprade, l'eurodéputé FN, aidé de Pierre Malinowski, membre FN et ancien militaire. Une voiture de location les emmène tous les quatre vers Mayaribé, sur la côte sud. Au mouillage, un bateau local à coque polyester d'environ 10 mètres les attend. Pas de chance ce jour, le port est bouclé par les militaires dominicains. Ils se posent une seule question. Faire demi-tour ou risquer le tout pour le tout? Finalement, ils arrivent à embarquer incognito. Vite. Cap au large, officiellement pour une sortie loisir en mer entre copains. Le pilote du bateau reconnaît au bout d'un moment les deux pilotes, très médiatisés en République dominicaine. À force de persuasion, et d'après le dominicain, de menaces, il les emmène au large dans les eaux internationales. En pleine mer, les pilotes changent d'embarcation et rejoignent un plus grand bateau où Naudin est à bord. La traversée à bord de ce voilier dure plusieurs jours, désalinisateur en panne, réservoir à sec durant un moment, mais les skippers recrutés les conduisent à bon port. Terre en vue, Saint-Martin est là, la France. Ils pourront sereinement rejoindre la Martinique dans l'objectif de regagner la métropole. Le plus dur est fait, mais ce n'est pas gagné pour autant. La suite de l'opération se fera à l'aide d'un commandant de bord, de steward et d'hôtesse de l'air complice et connaissance de Christophe Naudin. Les fuites et rumeurs débutent. Le vol pour la métropole est avancé en urgence. Ils passent sans montrer de passeport grâce au commandant de bord, obtiennent des places normalement réservées au personnel. Ainsi, leur identité n'est pas révélée, ni même mentionnée. L'opération fonctionne. Paris est en vue. Les complices sur place leur font quitter l'aéroport en toute discrétion. Depuis hier, leurs visages ont fait le tour du monde. Deux pilotes français condamnés à 20 ans de prison en République dominicaine pour trafic de drogue, de retour sur le sol français. Non pas extradés, mais exfiltrés au terme d'une rocambolesque fuite. Ces hommes ne sont pas en fuite. Ils sont à la disposition de la justice. Il suffit de leur donner une date pour que nous nous rendions à la convocation. Mais le 2 novembre 2015, des brigades d'intervention toquent à leur porte. La procureure chargée de l'affaire les fait placer en détention provisoire. Elle estime qu'ils se sont déjà échappés d'un pays. Il ne faut pas que cela se reproduise. La République dominicaine, furieuse et humiliée de cette exfiltration, lancera un mandat d'arrêt international contre les pilotes et tous les complices de l'évasion. Les deux pilotes seront libérés sous contrôle judiciaire en France le 24 mars 2016. Mais alors, le dossier français est enclenché et il va prendre une toute autre ampleur. Est-ce qu'on est devenu fou? C'est la question qu'on doit se poser. Retour en 2013, côté français. La juge d'instruction et magistrate marseillaise, Christine Saunier-Ruellan, est en charge de l'enquête et recherche activement les commanditaires de l'affaire. La justice française s'intéresse dans un premier temps aux deux dirigeants de SNTHS, la société qui gère le Falcon. Pierre-Marc Dreyfusset, Fabrice Alco sont alors placés plus de 96 heures en garde à vue, soit 4 jours, pour être auditionnés. Puis, ils seront envoyés en détention provisoire. Une chose interroge. Aucun des 3 vols en question effectués par M. Nicolas Pisapia, pourtant encadré par un contrat de 300 000 €, n'aurait été officiellement payé. Y aurait-il eu un paiement sous la table? C'est l'intuition de la magistrate qui se met alors en recherche de fausses factures au sein de l'entreprise SNTHS. C'est là qu'entre un nouveau rebondissement médiatique, la possible implication d'un acteur de la scène politique française. La juge marseillaise en charge du dossier Air Cocaïne s'intéresse à 3 voyages en avion privé de Nicolas Sarkozy. Ancien chef de l'État. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. En effet, Nicolas Sarkozy aurait utilisé ce jet privé à plusieurs reprises pour la somme exacte recherchée.
Coup de théâtre. La juge d'instruction Christine Saunier-Ruelland ne se dégonfle pas et va demander les écoutes et la géolocalisation des téléphones de l'ancien président de la République et sa famille. Est-ce qu'on est devenu fou? Pour penser, après 40 ans de vie publique, que je suis un trafiquant de cocaïne? Quand j'ai lu ça dans les journaux, je n'y ai pas cru. Je n'y ai pas cru. Mauvaise pioche. Les preuves démontrent que Nicolas Sarkozy a bien effectué ses vols et par conséquent non impliqué dans l'affaire. Bredouille de cette piste rocambolesque, les enquêteurs s'intéressent à Franck Collin, l'employeur de monsieur Nicolas Pisapia, un entrepreneur français de Toulon d'origine roumaine. Il a notamment été pendant plus de 10 années garde du corps de célébrités et hommes d'affaires sur la Côte d'Azur, puis dans le monde entier. La gendarmerie le met sous écoute et sous surveillance lors d'un retour en France. Lui qui habite à Bucarest, capitale roumaine. Cela permet aux autorités de l'interpeller lors d'un rendez-vous prévu à sa banque, à Paris La Défense, afin de retirer une grosse somme de cash. Il est alors placé 96 heures en garde à vue, puis en détention provisoire. Bien que les enquêteurs ne parviennent pas à démêler le vrai du faux des histoires de Franck Collin, un nom revient dans les écoutes et les dépositions du dossier d'enquête. Un certain Ryan, parfois Darian. Mais qui se cache derrière ce pseudonyme? Pendant des mois, la réponse échappe au service. Jusqu'à ce que, miraculeusement, une autre affaire connexe mène la piste à un Lyonnais déjà condamné par le passé pour trafic, Ali Bouchareb. Ryan, Darian, c'est lui. Reste à mettre la main sur le malfrate. Sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis en mars 2015 par la juge marseillaise, il est interpellé lors d'un simple contrôle routier, le 22 avril 2015 par les policiers espagnols. Il était également recherché dans ce pays pour une affaire portant sur l'importation par conteneur de 420 kg de cocaïne en provenance du Pérou. Il sera rapatrié en France pour être jugé dans le cadre de l'affaire Air Cocaïne. « 5 avril 2019, tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, première instance de l'affaire en France, 6 ans après les faits. Le procès de l'affaire va enfin pouvoir débuter avec toutes les parties prenantes, y compris les 2 pilotes exfiltrés de République dominicaine. Un nouvel entrant, Éric Dupond-Moretti, surnommé l'Acquitator, défendant des causes les plus controversées du pays, futur ministre de la Justice, devient l'avocat des 2 pilotes. Voici le premier verdict rendu. Ali Bouchareb, surnommé Ryan ou Darian, 18 ans de réclusion. Franck Collin, l'organisateur, 12 ans de réclusion. Les dirigeants de la société SNTHS, Dreyfus et Alcoa, 6 ans chacun. François-Xavier Manchet, le douanier complice au Môle Saint-Tropez. 5 ans de réclusion, plus l'interdiction d'exercer. Les 2 pilotes, Pascal Forêt et Bruno Odos, 6 ans de prison. Le tout assorti d'une amende douanière collective de l'ordre de 3 millions d'euros. Parallèlement, la justice dominicaine vise les aidants de l'exfiltration. Le spécialiste sécurité Christophe Naudin sera condamné en 2017, peine ramenée et transfert en France, en 2018 pour raison de santé. Le politique Aymeric Choprade est cité par la presse et visé par un mandat d'arrêt dominicain. Les autorités françaises nient toute implication d'État. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 8 juillet 2021, coup de théâtre en appel. Franck Collin, considéré comme le cerveau de l'opération, sort du silence. Après avoir plaidé jusque-là non coupable, il raconte tout. Selon lui, les pilotes ainsi que la société et leurs dirigeants ont été manipulés. Ainsi, ils ne savaient rien du contenu des valises transportées, comme selon leurs déclarations. Vous retrouvez d'ailleurs sa version des faits sur le podcast Légende lors d'une interview et plus scénarisée au sein d'une série Canal+. Netflix a quant à lui sorti une série qui relate les faits, plutôt axée sur l'histoire des pilotes, en juin 2025. Les pilotes sont acquittés. La Cour estime que la preuve qu'ils savaient ce que contenaient les 26 valises n'est pas rapportée. C'est-à-dire que les pilotes ne sont pas des douaniers. Victoire pour la défense. Les autres condamnations sont-elles confirmées? Fin 2022. La Cour de cassation confirme toutefois les condamnations des dirigeants de SNTHS. Le dossier est scellé pour eux. Finalement, voici que l'on apprend et clarifie à la fin de l'affaire. Le premier vol du tarmac de la Môle Saint-Tropez, Ali Bouchareb et Franck Collin sont reconnus comme se trouvant sur place le 9 décembre 2012 sur le petit aéroport varois où une dizaine de lourdes valises avaient été rapidement déchargées. La justice a estimé que ces valises contenaient de la cocaïne, d'où les 3 millions d'amendes douanières. Franck Collin raconte selon sa version une première tentative pour prouver la validité de son plan auprès des narcotrafiquants. Il transportait selon lui des chiffons dans les valises. La version de Franck Collin donne quelques précisions supplémentaires intéressantes.
Le second vol partant de l'Équateur devait être chargé de cocaïne, mais a été annulé par les narcotrafiquants au dernier moment. Fouillé au départ par les autorités équatoriennes, puis attendu par la gendarmerie en France. Un sacré coup de chance qui explique leur déviation pour Paris-le Bourget. François-Xavier Manchette, le douanier, est un ami de longue date et serait totalement complice, ainsi que Alain Castagny, ancien pilote pour Monsieur Collin. C'est lui qui aurait proposé cette société de location de jet pour ce coup. Nicolas Pisapia, également un ami de longue date, était uniquement à bord pour être les yeux de Franck et s'assurer que tout se passe bien. Si aujourd'hui il regrette cette affaire, Franck Collin affirme l'avoir fait pour mettre des générations à l'abri du besoin et l'aurait refait sans hésiter, même d'une autre manière. Il est aujourd'hui sous contrôle judiciaire en France. Quant à nos deux pilotes, Pascal Forêt et Bruno Odos, considérés hors de cause aujourd'hui par la justice française, ils sont toujours visés par un mandat d'arrêt international émis par la République dominicaine. Au total, ils auront passé près de 20 mois en détention, 16 mois assignés à résidence et 5 années sous contrôle judiciaire. La France nie toujours toute implication dans l'évasion des deux pilotes. Nous sommes arrivés à destination, merci d'avoir choisi Air Cocaïna pour cet épisode. N'hésitez pas à liker la vidéo mais aussi à vous abonner pour ne pas rater ma prochaine histoire, toujours plus palpitante grâce à nos malfrats.